La vie, qu'elle soit animale ou végétale, se développe dans un milieu aquatique. Il ne peut pas y avoir de division cellulaire, de croissance, de développement de vie sans eau. Notre corps est constitué de 70% d'eau. Les plantes, les légumes sont constitués de 80-90% d'eau. Si je m'arrête de boire, si je reste au soleil, encore pire s'il fait du vent, s'il fait chaud, dans 3 jours, je meurs. C'est grâce à l'eau que les plants de légumes vont se nourrir de minéraux, grâce à elle qu'ils vont transpirer, grâce à elle qu'ils vont réguler leur température, qu'ils vont grandir, se développer, croître, qu'ils vont vivre. Alors jardiner sans arrosage, est-ce possible? Oui, bien sûr. On pourra ne pas arroser à une seule et unique condition, que l'eau soit naturellement présente dans le sol en quantité suffisante à la sortie de l'hiver et que le jardinier arrive à préserver cette eau le plus longtemps possible. Pour cela, il faut de la pluie, il faut un sol capable de retenir cette pluie dans les meilleures conditions, il faut un sol capable de conserver cette eau sans évaporation. Nous verrons comment idéalement faire. Pour satisfaire les besoins de croissance, de transpiration, d'évaporation, d'alimentation en eau de nos légumes, il faut 2 litres par mètre carré par jour en stade de végétation, de croissance du plant et jusqu'à 4 litres par mètre carré par jour au moment de faire grossir les légumes. Dans le sud, avec un soleil toujours très fort, il faut rajouter 50% à ces quantités, jusqu'à 3,5 litres par jour au mètre carré et 6 litres au stade de grossissement des légumes. Terre Vivante a fait un tableau assez explicite à ce sujet, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors c'est bien sûr une moyenne, certains légumes ont des besoins inférieurs, 2 fois moins environ, comme l'ail, l'oignon, l'échalote, les pois, les fèves qui elles sont cultivées dans une saison qui est souvent bien moins chaude. D'autres légumes au contraire ont des besoins plus importants, presque 50% en plus. Je pense aux aubergines, aux blettes, aux betteraves, aux choux, aux concombres, aux courges, aux melons, aux pastèques, aux artichauts, aux radis. Ils sont nombreux à adorer à avoir un sol bien humide. Mais l'essentiel, quoi qu'il en soit, c'est que l'eau soit présente dans le sol. Les légumes seront bien assez intelligents pour aller y puiser les quantités nécessaires à chacun. Il est vraiment important d'arroser peu fréquemment son sol, mais abondamment. Tout bon maraîcher vous dira qu'il n'arrose jamais moins de 15 litres au mètre carré, sinon c'est totalement inutile. L'eau va rester en surface et la plus grande partie va ne servir qu'à développer les herbes indésirables et surtout la majorité de l'arrosage va être simplement évaporée par le vent et le soleil. Au contraire, avec un arrosage abondant, l'eau va descendre en profondeur pour arriver comme il se doit aux racines des plants et justement les racines des plants prendront l'habitude de plus se développer encore. Elles vont s'agrandir, se développer jusqu'à 20, 30, 50 voire 1 mètre de profondeur et les légumes vont gagner en autonomie d'arrosage. Il faut penser qu'un plant de tomate peut faire des racines allant jusqu'à 1 mètre de profondeur. Même l'artichaut, regardez cette photo, regardez cette racine, c'est impressionnant, un plant que j'ai déterré l'année dernière. On voit une racine qui elle aussi fait presque 1 mètre de long. En arrosant 20 litres par mètre carré tous les 3 jours, on répond donc à un besoin quotidien de 6 litres au mètre carré, voire même un peu plus. Seulement, la météo va grandement influencer ces besoins en eau. Le vent, premier facteur d'évaporation, couplé au soleil, à la chaleur, peut évaporer jusqu'à 10 litres d'eau par jour par mètre carré. Souvent, entre 4 et 6 litres d'eau disparaissent chaque jour par l'évaporation au niveau du sol ou par la transpiration au niveau des feuilles des plants de légumes. C'est ce qu'on appelle l'EVT, l'évapotranspiration. Les conditions climatiques peuvent donc grandement accentuer le besoin en eau. Plutôt que 20 litres tous les 3 jours, il faudra arroser 20 litres tous les jours s'il fait chaud, s'il fait du vent surtout, s'il fait sec, s'il ne pleut pas. Mais quel dommage d'arroser le potager pour pallier à une perte d'eau à cause du vent, de la chaleur, alors qu'il existe un moyen simple et efficace pour que l'eau, pour que nos arrosages soient entièrement dédiés à nos plants de légumes. Avec un paillage, les besoins en eau de nos cultures vont être considérablement réduits. Plutôt que 6 litres par jour, on va diminuer par 2, par 3, voire même par 4 les quantités nécessaires. On disait souvent qu'un binage vaut 2 arrosages. On peut aussi dire maintenant qu'un paillage vaut 4 arrosages. À la sortie de l'hiver, au début du printemps, un sol peut contenir, selon sa texture, selon sa structure, entre 100 et 200 litres d'eau au mètre carré. C'est ce qu'on appelle la réserve utile du sol. Selon les pluies, selon la météo, vous aurez le réservoir évidemment plus ou moins plein
Et selon votre sol, votre paillage, aussi votre météo, vous aurez une consommation quotidienne plus ou moins importante. Dans le sud, avec du soleil, de la chaleur, du vent, pas de pluie, en moins de 10 jours, la réserve hivernale peut être rapidement épuisée. Entre les besoins des légumes et la déperdition d'eau dans l'atmosphère, on peut perdre jusqu'à 20 litres par jour. 20 litres sur 10 jours, 200 litres, la réserve est épuisée. Dans le nord de la France, avec un peu plus de pluie, un peu moins de chaleur, de soleil, des températures plus clémentes, vous avez de grandes chances d'avoir une consommation quotidienne moins importante, entre 5 et 10 litres par jour, et d'avoir des ressources naturelles en eau plus conséquentes, ce qui fait que votre réserve utile du sol ne sera jamais épuisée. Mais l'été 2018 nous a montré à quel point la sécheresse, le manque d'eau peut sévir partout en France. Dans les régions du sud, sitôt qu'il fait 30 degrés, qu'il fait très chaud, même avec un paillage bien épais de 20 cm de foin, de paille, de feuilles mortes, de tonte d'herbe, de compost, de fumier, il faudra quand même arroser. Mais plutôt que d'arroser tous les 3 jours sur sol nu, voire même tous les jours dans des conditions climatiques extrêmes, on va se contenter d'arroser une fois tous les 5 jours, voire même toutes les semaines, voire même tous les 10 jours si les conditions climatiques ne sont pas caniculaires. Mais pailler, ce n'est pas gratuit non plus, c'est un effort. Il faut se procurer cette matière première et je comprends que de nombreux jardiniers soient réticents à pailler leur potager. Mais ici, au potager d'Olivier, la question ne se pose pas, je fais cet effort. Le paillage, en plus de préserver l'eau, amène des conditions idéales pour préserver la vie du sol, pour fertiliser le sol. En se décomposant, le paillage va nourrir idéalement nos plants de légumes. Alors, premier gros élément de réponse, il faut donc un arrosoir tous les 3 jours par mètre carré dans le nord de la France. Et dans le sud de la France, ce sera plutôt un arrosoir et demi, voire 2 arrosoirs tous les 3 jours. Mais cela sur sol nu. Ce sera plutôt toutes les semaines, voire même tous les 15 jours si le sol n'est pas à nu, s'il est bien couvert avec un épais paillage, si la météo est un peu plus clémente et idéalement si Dame Nature nous offre quelques pluies divines et généreuses. Un sol sableux va retenir 2 fois moins d'eau qu'un sol argileux. Ce n'est pas rien. C'est une question de texture du sol. Les particules sont moins fines et l'eau va plus facilement pénétrer en profondeur jusqu'à atteindre des couches de sol moins perméables. Il faudra donc arroser en plus petite quantité et plus souvent. Un peu tous les jours plutôt que beaucoup tous les 3 jours, sinon l'eau va rapidement se perdre. Le mieux sera d'alourdir votre sol, soit avec des amendements minéraux à base d'argile, soit avec de la matière organique, du fumier, du compost par exemple. Un sol vivant, rempli de vers de terre, peut retenir jusqu'à 150 litres d'eau au mètre carré. C'est énorme. Il sera très poreux, très aéré, ne serait-ce que grâce aux galeries des vers de terre. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1 km en cumulé sur 1 mètre cube de sol. Là aussi, c'est énorme. Au contraire, sur un sol labouré, compacté, sans vers de terre, le sol ne va être capable de retenir que 20 litres d'eau au mètre carré. S'il fait une pluie de 40 litres à l'heure, par exemple, ici c'est assez fréquent avec des épisodes que l'on appelle cévenols ou méditerranéens, et bien sur ces 40 litres, la moitié de l'eau va se perdre. Pire encore, elle va ruisseler et générer ces terribles inondations que l'on connaît hélas presque tous les ans. Vous comprenez l'importance d'avoir un sol vivant, perméable, qui va retenir de façon optimale la moindre pluie. Souvent, la pluviométrie dans nos régions atteint bien 50 litres par mètre carré par mois. Cela correspond à presque 15 jours d'arrosage. 15 jours à 3 litres, ça nous fait 45 litres. Ce qui veut dire qu'avec un bon sol qui retient 100% des pluies, quasiment la moitié déjà des besoins de nos légumes en eau sont satisfaits par les conditions naturelles. Il y a quelques années, les médias ont fait un buzz médiatique sur le fait de pouvoir jardiner, de pouvoir faire du potager sans eau. Ils ont focalisé leur caméra sur monsieur Pascal Pout. D'ailleurs, si on tape potager sans eau sur le plus grand moteur de recherche, on tombe de suite sur lui. Les premières vidéos s'affichent. Les médias annoncent donc qu'ils cultivent un potager sans eau, et cela dans une région assez aride, proche de l'Odève. Alors je respecte totalement cet homme, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il ne faut pas tout mélanger, on ne peut pas parler de potager sans eau. Monsieur Pout vit dans une région où l'eau est un minimum présente dans le sol, on le voit là sur les relevés de pluie par exemple de l'année 2016. Et aussi Monsieur Pout, lui le premier, dit qu'il arrose parfois son potager pour une raison ou pour une autre. J'ai arrosé une fois, mais il y a une quinzaine de jours, parce qu'il y avait trop d'araignées rouges. J'ai réussi quand même à arroser une fois, là, vers le 20 juillet, là, parce qu'en fait, il y avait aussi les araignées rouges qui s'y mettaient. Alors, ça, c'est le miel du Mexique. J'ai réussi aussi à les arroser une fois, il y a une quinzaine de jours, en même temps que les salades du bout. Monsieur Pout fait avant tout un travail pour récolter ses propres semences plutôt que pour vendre ses légumes. Par simple manque d'eau, il va produire 1 à 2 kg par plant de tomates plutôt que 10 kg.
mais ces quelques tomates vont être concentrées en minéraux, vont être concentrées en goût et surtout, il va pouvoir en récolter les graines. La question qui se pose ensuite est de savoir si oui ou non les graines peuvent dans leur patrimoine génétique développer des prédispositions à vivre sans eau. Alors là-dessus, je serai catégorique, les graines ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas se développer sans présence d'eau. Mais par contre, les graines peuvent peut-être posséder en elles de meilleures compétences à développer des racines profondes, à aller chercher l'eau dans le moindre recoin du sol, à supporter mieux encore des conditions extrêmes de chaleur. C'est tout le travail de Monsieur Pout qui essaie d'acclimater ses plants à la sécheresse et non pas qui essaie de faire un potager sans eau. Je vous mets le site de Monsieur Pout en lien sous la vidéo, le potager de santé, et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Pour l'anecdote, j'ai moi-même acheté des graines, j'ai fait le test et je n'ai pas constaté de différence notable entre ces plants et des plants d'autres semenciers. Face à un manque d'eau, les résultats sont les mêmes. J'ai même fait le test de m'assurer que l'eau est bien nécessaire à tout développement de vie. J'ai fait germer ces graines et j'ai obtenu des plants d'une vingtaine de centimètres. Et puis j'ai arrêté d'arroser, j'ai exposé les godets au plein soleil et en moins de 3 jours, les plants sont morts. Pas d'eau, pas de vie, pas de légumes. En été, le soir reste la période idéale pour arroser. La nuit va garder toute cette humidité et surtout la nuit n'est pas trop fraîche pour générer un risque de maladie. Par contre, au printemps, à l'automne, il est préférable d'arroser le matin parce que fraîcheur des nuits et humidité ne fait pas bon ménage et on génère des risques de maladie pour nos légumes. L'utilité de récupérer l'eau de pluie doit être mise en corrélation avec le besoin total en eau du potager. Ici, il fait souvent chaud, il fait sec, il fait du vent. J'ai un potager de 150 mètres carrés cultivé. Je peux générer un besoin en eau allant jusqu'à 3 mètres cubes par arrosage. Et oui, 150 mètres carrés x 20 litres égale 3000 litres, 3 mètres cubes d'eau par arrosage, c'est énorme. Heureusement, je suis bien loin de ces quantités. Jamais je n'ai besoin d'arroser le potager à 100%. Par exemple, en ce moment, les pommes de terre n'ont plus besoin d'être arrosées. Les tomates commencent à faire des racines conséquentes et je ne les arrose guère de trop. Ce qui fait que plutôt que 3 mètres cubes tous les 3 jours, c'est plutôt en moyenne 2 mètres cubes par semaine, avec surtout l'importance d'avoir un sol bien paillé. Alors vous comprenez tout de suite qu'une cuve de récupération d'eau de 1000 litres ne sera même pas suffisante pour un seul arrosage. Je trouve d'ailleurs ce business des cuves de récupération d'eau assez incohérent. Quand on voit le prix, 100 €, voire 200 € la moindre cuve de récupération, cela représente donc 200 € le mètre cube comparé à 4 € le mètre cube dans le réseau de ville. Cela signifie qu'il faut remplir 50 fois sa cuve pour l'amortir et avant de remplir 50 fois une cuve de récupération, même dans une région pluvieuse, il faut du temps. Alors ici, une cuve de récupération serait totalement insuffisant comme solution. Une autre solution, la bâche à eau. Je me souviens la visite chez Françoise et Franck, ils avaient ce système de récupération d'eau. L'inconvénient, c'est que ça demande une emprise au sol assez conséquente. Pour avoir 50 mètres cubes, il faut une emprise au sol de 50 mètres carrés. Et ici, je n'ai pas la place, j'ai beau avoir un peu de terrain, je n'en ai pas non plus beaucoup. Alors une cuve de récupération d'eau, pourquoi pas, si vous souhaitez vraiment avoir de l'eau de pluie, qui est toujours bien meilleure que l'eau du réseau de ville. Mais si vous avez un potager assez grand de 100 mètres carrés, voire même 150 mètres carrés comme ici cultivé, il vous faudra alors une cuve de récupération d'eau très grande et qui dit très grande dit très cher. Couplé avec un programmateur, il vous permet de tout automatiser et vous épargner cette corvée d'arrosage. Je l'ai beaucoup fait, seulement il faut adapter le potager au réseau existant, il faut arriver à régler un bon débit sur l'ensemble des goutteurs. Il faut éviter les fuites, il faut penser à fermer les goutteurs qui ne sont pas utilisés. Ce n'est pas non plus super esthétique avec beaucoup de tuyaux partout. Ce sont d'autres contraintes, mais l'avantage principal reste avant tout un énorme gain de temps, surtout si vous arrosez de façon conséquente votre potager. Si vous souhaitez plus de détails sur le goutte à goutte, vous avez une vidéo sur la chaîne qui montre tous mes circuits point par point. Cette année, je n'utilise pas de trop ce système de goutte à goutte. Je préfère prendre ce temps d'arrosage, être présent au potager, voir sous le paillage, vraiment bien ressentir le besoin en eau de mon sol, le besoin en eau de mes légumes. C'est un choix, après le repas, je viens 1 heure au potager arroser. Alors autant essayer que ce soit le moins souvent possible, 1 fois par semaine, 2 fois dans le pire des cas,
dans des conditions météo difficiles. Par contre, quand il y a des semis, quand le sol est à nu, quand les plants sont tout petits, là il n'y a pas le choix. Il faut venir tous les jours arroser, mais bon, ce ne sont que sur des petites zones, des petites parcelles, et c'est l'histoire de quelques minutes tous les jours. Alors bien sûr, je ne m'amuse pas à arroser avec l'arrosoir, sinon il faudrait que je le remplisse 100 ou 200 fois. J'utilise des tuyaux d'arrosage et j'installe des dérivations en T ou en Y pour avoir plusieurs points d'accès à ces tuyaux et éviter d'avoir trop de manipulations à faire, parce que combien de fois auparavant j'ai décapité des plants en faisant des mauvaises manipulations avec mes tuyaux d'arrosage. En France, c'est une moyenne de 4 € le mètre cube d'eau, 4 € les 1000 litres. Cependant, j'ai la chance ici d'avoir un compteur vert. Il était présent au moment de l'achat de la maison. Alors hélas, je crois que ça ne se fait plus beaucoup. Vous pouvez toujours vous renseigner auprès de votre compagnie d'eau. C'est un compteur sur lequel je ne paie pas toute la partie de recyclage de l'eau. C'est normal puisque l'eau va à la terre et ne va pas aux égouts. Ce qui fait que je paye l'eau à peine plus de 2 € le mètre cube, ce qui change là aussi pas mal la donne. Alors essayons de faire un rapide calcul. Les 2/3 du potager arrosé la plupart du temps, 100 mètres carrés, 20 litres dans chaque mètre carré, ça nous fait 2 mètres cubes et j'arrose en moyenne tous les 3 jours, on va dire, c'est la fourchette très haute, mais prenons-la pour exemple, ce qui nous fait 4 € par arrosage, 10 arrosages par mois, 40 € et cela sur les 3 gros mois estivaux, ce qui nous fait une somme globale de 120 € sur la saison. En dehors de l'été, les arrosages sont quasi insignifiants, la météo est tout autre, la pluie est plus généreuse et les besoins en eau sont presque à zéro. Tout dépend ensuite de votre prix au mètre cube. Si vous payez 4 € plutôt que 2, il faudra multiplier par 2. Et ensuite, bien sûr, tout dépend de votre sol, votre paillage. Si vous ne paillez pas, vous pourrez rapidement multiplier ce prix-là par 2, par 3, par 4, voire même par 5 dans des conditions climatiques difficiles. Le forage, à première vue, peut paraître une solution extrêmement intéressante, ne plus payer l'eau pendant des années. Seulement, chaque mètre foré pour aller chercher l'eau coûte extrêmement cher. Et par exemple, ici, je sais que l'eau est à plus de 50 mètres de profondeur. J'ai calculé, en fonction de ma consommation et du coût du forage, qu'il me fallait plus de 15 ans pour amortir le coût et l'entretien d'une installation. Et qui sait où je serai dans 15 ans, honnêtement, je préfère payer mon eau au mètre cube. Autre raison pour laquelle je ne fais pas de forage, j'aurais peur de perdre ma raisonnabilité par rapport à la consommation d'eau. Là, je sais que chaque fois que j'ouvre le robinet, j'ai le compteur qui tourne. Ça me force à préserver encore plus cette ressource précieuse qu'est l'eau. Et en faisant un forage, peut-être j'aurais tendance à oublier de préserver au mieux cette ressource. Il est toujours bon quand on arrose d'éviter les feuilles pour éviter toute brûlure en journée, pour éviter des risques de maladie. C'est pour cela d'ailleurs que le goutte à goutte est idéal dans bien des cas. Et quand on arrose au tuyau, on essaiera dans la plupart des cas d'arroser au pied des plants de légumes. Ici j'utilise un multi-jet, je ne sais pas comment l'appeler, qui arrose en douceur sans trop compacter et abîmer le sol. Il délivre tout de même 10 litres toutes les 20 secondes, je vous laisse faire le calcul. Ça représente presque une bonne heure pour arroser 2 mètres cubes sur tout un potager. C'est assez long d'ailleurs, alors autant tout faire, un bon paillage pour éviter que cette corvée ne soit à faire tous les jours. Le défi est de taille pour arriver à gérer au mieux l'eau dans chacun de nos potagers. On l'a vu, les variabilités sont énormes selon les conditions météo, selon le sol, selon les légumes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses sur les besoins en eau de nos légumes, sur la façon d'optimiser et de gérer vos arrosages. Je vous souhaite un bon jardinage, portez-vous bien, jardinez bien et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!